L'Union sacrée appelle à la marche le même jour. Mais pendant que l'Union sacrée appelle à la marche le même jour, je vous rappelle que l'Union sacrée est une plateforme qui réunit beaucoup de partis politiques qui soutiennent le président de la République, dont l'UDPS. Or, quand vous prenez l'UDPS, le secrétaire général de ce parti, président ad intérim de ce parti, a fait une sortie médiatique hier, au cours de laquelle il a dit non. Ils ne vont pas marcher le 22. L'UDPS... Qui ne va pas marcher? L'Union sacrée? L'UDPS. En fait, le fait que l'UDPS, le principal parti au pouvoir, majoritaire au sein de l'Union sacrée, refuse d'adhérer à l'appel de l'Union sacrée de la nation, à ce moment-là, l'Union sacrée de la nation risque de ne pas réussir à mobiliser autant de personnes ce 22. Vous êtes sur Africa Monde Today. Bienvenue dans ce premier numéro de votre émission Face à l'élite. Ici, nous donnons la parole à tous et celles qui pensent, qui analysent notre société. Bref, nous donnons la parole aux élites. Pour ce premier numéro, l'actualité politique congolaise est au cœur de notre échange. Et pour en parler, dans cette émission, nous allons recevoir un journaliste, chercheur et analyste politique avec qui nous allons discuter les actualités qui entourent notre pays, notre société. Il s'agit d'Ambroise Mamba, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Roger, bonjour également à ce grand public de Face à l'élite. Je suis très content d'être dans ces installations de Africa Monde Today. C'est une chaîne qui commence à avoir du vent en poupe. Africa Monde Today, je suis arrivé, j'ai trouvé un beau plateau, des bons journalistes, des bons techniciens, et je vois l'image est très très bonne. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être dans ce plateau pour analyser la situation du pays. Exactement. Merci beaucoup pour le flair, en tout cas. Voilà, Africa Monde Today est là pour vous accompagner, pour vous faire revivre, en tout cas, les actualités, tout ce qui se passe dans notre pays et surtout dans notre émission Face à l'élite. Et notre élite aujourd'hui, c'est Ambroise Mamba, qui est un journaliste, en tout cas chevronné. Monsieur Ambroise Mamba, avant d'entrer dans les différents dossiers, parce que nous allons parler de l'actualité qui entoure aujourd'hui les dialogues nationaux, marche annoncée par la C64, mobilisation de l'Union sacrée, changement de la Constitution et sanctions internationales, ou encore américaines, bien sûr, de l'Organisation des Nations Unies. Alors, avant d'entrer dans les différents dossiers, lorsque vous observez aujourd'hui notre pays, la République démocratique du Congo, vous pensez que nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train de reculer. Qu'est-ce que vous revient à l'esprit? Est-ce que nous sommes en train d'avancer ou nous sommes en train de reculer? Cette question est très importante, mais il faut préciser sur quel plan. Est-ce que sur le plan politique, en tant que nation, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan sportif? Si je répondais à cette question sur le plan sportif, je pourrais dire que nous sommes en train d'avancer. Sur le plan politique. Parce que là, je vais revenir à la politique. Merci. Si je répondais à cette question par rapport au sport, je peux dire que nous sommes en train d'avancer. Parce que notre équipe nationale, les Léopards, ont été à la Coupe du Monde 52 ans après. Et pour la première fois, nous sommes allés à la Coupe du Monde. Nous avons perdu face à la Yougoslavie 9-0. Mais ce n'est pas pour la première fois que nous sommes partis quand même à la Coupe du Monde. Pour la deuxième fois, nous sommes allés face au Portugal de Cristiano Ronaldo. On a fait match nul. Donc, nous sommes en train d'avancer sur ce plan. Et sur le plan politique? Sur le plan politique, notre pays fait face à des crises qui sont tellement récurrentes. Ces crises sont récurrentes. Mais ces crises nécessitent un diagnostic. Nous sommes en train de traverser une période qui nous rapproche de la grande victoire, actuellement. Une période qui nous rapproche de la grande victoire. Mais c'est seulement la manière dont nous allons nous y prendre qui compte. Soit nous pouvons obtenir la victoire, soit nous pouvons échouer et reculer. Mais à ce moment-là, pour dire avec exactitude si nous sommes en train d'avancer ou nous sommes en train de reculer, je pourrais dire que nous sommes en train d'avancer, mais à pas de caméléon.
Et si vous deviez résumer la situation en République démocratique du Congo, vous pouvez dire que non, en RDC, où notre pays est en crise institutionnelle ou en crise de confiance? Là encore, par rapport à cette question, est-ce que je voudrais situer cette question par rapport à la guerre qu'il y a actuellement dans l'est du pays ou non? Si je devais situer cette question par rapport à la guerre qu'il y a actuellement dans l'est du pays, je pourrais dire que notre pays ne connaît pas une crise institutionnelle. Non, il n'y a pas de crise institutionnelle. Les institutions sont là. Vous avez le président de la République, vous avez le gouvernement, vous avez le Parlement, vous avez les assemblées provinciales, vous avez les gouvernorats des provinces. Je ne vois pas de crise institutionnelle. Je ne vois pas une institution en crise avec une autre. Ça, je ne vois pas. Et côté confiance? Alors, je vois plutôt une crise sécuritaire. Une crise sécuritaire du fait de l'agression du pays par le Rwanda. Voilà ce que je trouve. Mais je trouve en même temps qu'il y a, nous allons peut-être en parler lorsqu'on va parler du dialogue. Merci beaucoup. Je trouve en même temps qu'il y a des Congolais, et certains soutiennent leur pays, et d'autres ne soutiennent pas leur pays pour des intérêts qui sont tout à fait personnels et égoïstes. Et je pense que nous allons en parler tout à l'heure. Nous allons en parler exactement. Voilà, chers téléspectateurs, les décors est planté. Nous allons maintenant parler d'un sujet qui fait débat aujourd'hui en République démocratique du Congo, les dialogues nationaux. Le président Félix Tshisekedi avait annoncé l'organisation d'un dialogue national inclusif, apaisé et républicain, avec l'accompagnement de l'Église catholique, la CINCO et les CC. Quel est votre point de vue, votre analyse par rapport à ces débats de dialogue? Alors, je trouve d'abord que la posture du président de la République est bonne. J'ai plaidé pour la tenue d'un dialogue depuis très très longtemps, personnellement. Depuis très longtemps, j'ai plaidé pour la tenue d'un dialogue national. Mais là où je ne suis pas d'accord avec l'option levée, c'est au niveau du mot inclusif. C'est au niveau du mot inclusif. Parce que le mot inclusif fait référence à ceux qui ont pris les armes. Ça, c'est ma lecture personnelle. Le mot inclusif fait référence à ceux qui ont pris les armes. Si le mot inclusif ne veut pas dire ce que moi, je suis en train de soulever ici, et que ça veut dire autre chose, alors ça, c'est une autre compréhension des choses, une autre interprétation de l'inclusivité. Parce que l'inclusivité veut dire que vous identifiez la crise. Nous avons quelle crise? La nature de la crise. Vous définissez la nature de la crise. Quand vous définissez la nature de la crise, vous identifiez les acteurs de la crise. Quand vous identifiez les acteurs de la crise, vous reliez les acteurs de la crise à leur soutien extérieur. Vous reliez les acteurs de la crise à leur soutien extérieur, et puis vous vous dites que si nous devons tenir un dialogue inclusif, ce dialogue, ou bien cette inclusivité, doit concerner tous les acteurs de la crise, alors tous les acteurs de la crise. C'est pourquoi j'ai dit que je suis un peu contre l'utilisation du mot inclusif. Je l'ai suivi de la bouche du cardinal Fridolin Ambongo, qui a dit que le président de la République a levé l'option d'engager le pays sur la voie d'un dialogue national inclusif. Maintenant, l'inclusivité voudrait dire quoi? Voudrait dire prendre également dans ce dialogue ceux qui ont pris les armes. Mais s'il faut prendre ceux qui ont pris les armes dans ce dialogue, alors nous n'avons pas la même interprétation de la crise. Nous n'avons pas la même lecture de la crise. Ici, vous m'avez présenté comme analyste politique et chercheur en sciences politiques. Je suis chercheur en sciences politiques. Je suis un analyste des faits. Et quand j'analyse les faits de la crise actuelle dont la RDC est victime, ces faits me montrent noir sur blanc que nous ne pouvons pas utiliser le mot inclusif pour un dialogue. Est-ce que vous trouvez qu'il y a la contradiction parce que le président de la République, il a dit qu'il ne va pas dialoguer avec le Pantan, ceux qui ont le sang des Congolais sur le main. Alors, dans le mot dialogue, il y a l'inclusivité que vous venez
de nous décrire là. Est-ce qu'il n'y a pas la contradiction par rapport à la parole du président de la République? Bon, le président de la République, je ne suis pas son porte-parole d'abord. Je ne suis pas du pouvoir, je suis journaliste. Je ne suis pas son avocat en même temps. Mais j'essaie de comprendre ce qu'il voulait dire à l'époque. Je ne vais pas négocier avec les pantins. Quand il les appelle les pantins, Roger, nous devrions répondre à la question. A-t-il dit faux ou vrai? Sont-ils des pantins ou non? Avant d'analyser le fait qu'il a dit qu'il ne va pas négocier avec les pantins. Sont-ils des pantins ou non? Au stade actuel, avec toutes les révélations qu'il y a aujourd'hui sur la place publique, avec tous les éléments en présence, nous pouvons dire qu'ils sont effectivement des pantins. Donc le président de la République avait dit vrai, ce sont des pantins. Il avait dit qu'il ne va pas négocier avec les pantins. Il faisait allusion à l'AFC M23. L'AFC M23 qui présentait, selon moi, comme un proxy rwandais. C'est là que le président disait qu'il ne va pas négocier avec les pantins. Vous avez vu que quelques jours après, il y a eu l'ouverture des pourparlers directs avec l'AFC M23. On a commencé à se moquer de lui dans les réseaux sociaux. Il avait dit qu'il ne va pas négocier avec les pantins. Regardez, il est allé vers les pantins. Comment comprendre cela, Roger? Il faut réaliser une chose. Lorsque le président de la République parle, il engage sa personne. Il engage le pays. Il estime que le pays peut tenir face à la réalité des affrontements sur les lignes de front. Il estime que le pays peut tenir. Et si le pays tenait, je ne vais pas négocier avec les pantins. Mais retenez une chose. Dans la dynamique de la crise, je vais terminer d'abord mon idée. Dans la dynamique de la crise, quand vous regardez, vous voyez ce qui se passe sur les lignes de front, sur les théâtres des affrontements entre l'armée rwandaise avec ses supplétifs du M23, AFC, et l'armée congolaise, vous trouvez qu'il y a eu un rapport de force qui a été engagé, et dans ce rapport de force, ou bien ce rapport de force a été défavorable au FARDC, défavorable au pouvoir de Kinshasa. Les vrais accords sont écrits par les militaires au front. Les vrais accords ne sont pas écrits par les diplomates autour des tables. Alors, ça signifie quoi? Si les rapports de force sur terrain sont défavorables à un pouvoir, il finit par accepter ce qu'il refusait auparavant. S'il disait qu'il ne va pas parler avec les pantins, les rapports de force militaires sur terrain défavorables à lui, ça l'oblige de parler avec les pantins. Il reste des pantins. Il demeure des pantins. Mais le président évolue. Il s'est dit, OK, puisque les rapports de force militaires sont défavorables à moi, je vais parler avec ceux que je considère comme des pantins. Il demeure des pantins. Il l'a dit lors de sa conférence de presse du 6 mai dernier, en présentant ses excuses aux Congolais, en disant que lorsqu'il avait parlé de l'escarmouche, il suffit seulement qu'il y ait une simple escarmouche, je vais déclarer la guerre au Rwanda. Il avait dit que c'est parce qu'il avait reçu des informations qui étaient fausses par rapport au FARDC. Et maintenant qu'il s'est réalisé qu'il y a une autre réalité par rapport au commandement militaire des FARDC, aux généraux qui ont composé l'armée, il s'est dit que non. Il n'avait qu'à présenter des excuses aux Congolais par rapport à ce qu'il avait parlé, par rapport à l'affaire Escarmouche. Les accords signés à Doha et à Washington, on a parlé avec, vous avez dit que le président de la République, il était revenu sur ses paroles quand il a donné quand même la chance à l'AFC M23. Est-ce que pensez-vous qu'il y a quand même un changement sur les terrains, sur les lignes des fronts? Je vais revenir aux lignes des fronts. Je pensais d'abord terminer l'affaire du dialogue. Parce que je n'ai pas totalement terminé ce que je voulais dire. Alors, je disais que le mot inclusivité me posait problème. Lorsqu'on parle du dialogue aujourd'hui, Roger, lorsqu'on parle du dialogue aujourd'hui, qui est censé être autour de la table? C'est la question qu'il faut se poser. Qui est censé être autour de la table? Mais avant de définir qui est censé être autour de la table, il faut répondre à deux questions. La première question, c'est laquelle?
Nous voulons résoudre que le problème. Quelle est la crise qui est en face? La crise que le Congo traverse aujourd'hui, est-elle politique ou elle est sécuritaire? J'y réponds tout de suite. La crise dont la RDC est victime est sécuritaire. Elle n'est pas politique. Puisque la crise est sécuritaire, mais nous nous retrouvons face à une petite dimension de la crise politique au lendemain du débat sur le changement de la Constitution. Il a fait ce débat sur le changement de la Constitution, a fait créer au pays la coalition 64. Et cette coalition 64 qui réunit beaucoup de leaders, Martin Fayulu, Jean-Marc Kabound, Délice Sanga et les autres, cette coalition n'a qu'un seul objectif. C'est l'objectif de combattre le changement de la Constitution. Or, nous avons une échéance en vue, une échéance électorale qui est censée être respectée sur le plan constitutionnel, c'est l'échéance de 2028. À ce moment-là, avec des marches, avec des sit-ins, parce qu'il y a une marche, nous allons en parler, avec des sit-ins, avec les journées villes mortes qui ont été organisées autrefois par la même coalition 64, on réalise qu'il y a maintenant un aspect de la crise politique qui se greffe à la crise sécuritaire. Nous allons y arriver, M. Ambroise. Puisque nous parlons de dialogue, parce que, à mon humble avis, il y a eu des dialogues qui ont été déjà organisés, mais malheureusement, il n'y a pas eu vraiment des résultats. Alors, on se pose la question, le problème, c'est les dialogues ou le problème, c'est les acteurs qui ne fassent pas les dires de ces dialogues? Alors, il est vrai qu'on a connu beaucoup de dialogues. Plusieurs dialogues qui ont été tenus au pays. Vous allez vous rappeler, par exemple, que nous avons connu le dialogue le plus récent, c'est celui de la CENCO, oui. du Centre interdiocésain, qui nous a permis d'aller vers les élections présidentielles de 2018. Mais ce dialogue a réuni l'opposition, la société civile et le pouvoir, incarné par Joseph Kabila, qui en était le président de la République. Mais quand vous prenez ce dialogue, Kabila est resté au-dessus de la mêlée. Kabila est resté au-dessus de la mêlée, comme président de la République. Nous avons connu la conférence nationale souveraine. La conférence nationale souveraine avait placé le maréchal Mobutu au-dessus de la mêlée. Il y a eu beaucoup de résolutions lors de la conférence nationale souveraine. Il y a eu une nouvelle constitution qui avait été écrite, rédigée lors de la conférence nationale souveraine. Ces résolutions n'avaient pas été appliquées. Aujourd'hui, nous en appelons à un autre dialogue. Lorsque vous posez la question de savoir les autres dialogues ont échoué, est-ce les problèmes des acteurs? C'est un problème de volonté. C'est un problème de volonté. Pourquoi un problème de volonté? Parce que chaque dialogue a un objectif. Chaque dialogue a un objectif. Prenez les pourparlers des Sun City. Sun City a réuni beaucoup de belligérants. Il y avait le RCD de Azarias Robert-Roy, il y avait le MLC de Jean-Pierre Bemba, il y avait l'opposition politique non armée, il y avait la société civile, il y avait le pouvoir de Joseph Kabila. Et quand nous sommes allés à Sun City, on a voulu régler quel problème? On a voulu régler le problème de la crise de légitimité du pouvoir. On s'est dit qu'il faut que désormais les gens accèdent au pouvoir par les élections et non plus par les armes. On a pris une nouvelle constitution. On a organisé les élections de 2006. Joseph Kabila a gagné ces élections. On a organisé les élections de 2011. Joseph Kabila a été réélu. En 2018, il y a eu les velléités de se maintenir au pouvoir. En 2016 déjà, bien avant 2016. 2015, il y a eu les concertations nationales. 2016, il y a eu le dialogue de la cité de l'Union africaine avec Edem Kodjo, paix à son âme. Et après, ce dialogue a échoué. On a eu ce dialogue de la CENCO. Mais malgré tout ça,
On voit qu'il y a eu des velléités de se maintenir au pouvoir de l'époque, mais qui ont échoué. Tshisekedi a été élu. Je dois répondre à votre question. Tshisekedi a été élu en 2018. Son premier mandat se termine en 2023. Il est réélu pour un second mandat. Mais vous allez remarquer, parce que vous posez la question, qui sont responsables des crises alors qu'il y a des dialogues que l'on tient. Exactement. Mais il est réélu en 2023. Avant même cette élection présidentielle de 2023, la guerre éclate. La guerre a éclaté en 2021 parce que le Rwanda a attaqué la RDC en 2021. Tshisekedi était encore au début de son premier mandat. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qu'on appelle coordonnateur officiel de l'AFC, M23, Corneille Nangaa. En 2021, il était encore à la CENI, ici à Kinshasa. Il n'avait pas encore fait la remise et reprise avec Denis Kadima. Ça, c'est en 2021. La guerre éclate. En 2022, Bunagana tombe exactement dans la nuit du 12 au 13 juin 2022. Bunagana tombe. À ce moment-là, Corneille Nangaa, actuel coordonnateur officiel de l'FCM 23, a déjà fait la remise et reprise avec Denis Kadima, mais il est toujours ici à Kinshasa, en train cette fois-là de parfaire la sortie officielle de son parti politique. Le Fleuve Congo. Non, ce n'était pas Fleuve Congo. Son parti politique, c'était une autre appellation. En train de parfaire la sortie officielle de son parti politique. Il était encore ici à Kinshasa lorsque Bunagana tombe. C'est en 2023, le 15 décembre 2023, qu'il se retrouve à Nairobi au Kenya, où il annonce la création de la rébellion de l'AFC. L'AFC M23. Okay. Avant d'aller s'allier au Rwanda et au M23. Ça veut dire que des gens ont pris les armes en oubliant qu'à Sun City, on avait dit plus question de recourir aux armes pour prendre le pouvoir. Donc les acteurs politiques eux-mêmes ne veulent pas appliquer leurs propres résolutions. Donc les conclusions ne sont pas appliquées. Alors, M. Ambroise, vous avez dit un truc, vous avez évoqué une question ici, bien que vous ne l'avez pas expliqué. Qui devrait participer à ces dialogues? Parce que le président de la République a refusé que le Pantin ne va pas dialoguer avec le Pantin, ne va pas dialoguer avec ceux qui ont le sang des Congolais sur leur main. Alors, qui va participer à ces dialogues? Et puis, ça va se tenir où exactement? Et on se pose même les questions sur les coûts qui va nous prendre peut-être. Non, bon, il ne faut pas se poser des questions sur des coûts. Pour la tenue des forums, il y a toujours un budget pour la tenue des forums, n'importe quel genre de forum. Pour votre mariage, vous avez besoin d'un budget. Pour votre anniversaire, vous avez besoin d'un budget. Même pour un deuil, quelqu'un meurt, mais vous avez besoin d'un budget. Il y a toujours un budget pour organiser un événement. Merci. Ça, et qui va et alors, avant d'arriver à qui va participer au dialogue, parce que cette question va me prendre un peu plus de temps, je réponds à l'aspect qui ne me prend pas beaucoup de temps, c'est l'aspect lié au lieu du dialogue. À mon avis, parce qu'il y a des institutions légalement établies sur le plan constitutionnel. Il y a un président de la République élu, qui est reconnu même par ceux qui ont pris les armes. Le dialogue devrait se tenir à Kinshasa. Le dialogue devrait se tenir à Kinshasa et non à l'extérieur du pays. Je vais dire pourquoi. Quand vous tenez un dialogue à l'extérieur du pays, vous êtes exposé aux influences extérieures. Vous êtes exposé aux influences étrangères dans ce que vous discutez. Mais quand vous tenez votre dialogue au pays, et surtout qu'il est national, vous n'êtes pas dans une crise de légitimité de pouvoir. C'est différent de ce qui s'est passé à Sun City. Il ne faudra pas que les gens rappellent ce qui s'est passé à Sun City, parce qu'à Sun City, nous étions dans une crise de légitimité de pouvoir. Il n'y avait personne qui était élu sur le plan de la Constitution. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en crise de légitimité de pouvoir. Puisque nous n'est pas en crise de légitimité de pouvoir, le dialogue doit se tenir à Kinshasa. Et s'il se tient à Kinshasa, vous consolidez la cohésion nationale, vous trouvez un consensus national et vous travaillez sur la souveraineté de la RDC. Je prends maintenant la question liée à qui doit participer au dialogue. Voilà comment moi je vois les choses. D'abord, je suis contre le mot inclusif. Pour moi,
tous ceux qui ont pris les armes ne devraient pas être dans ce dialogue. J'ai donc la raison. Ce sont effectivement dépendants. Ce sont des dépendants du Rwanda. La guerre que nous avons est une guerre d'agression étrangère de la part du Rwanda. La puissance militaire qui occupe Bunagana, Goma et Bukavu, cette puissance militaire est essentiellement rwandaise. Dans chaque rébellion, il y a deux branches, Roger. Il faut retenir ça. Dans chaque rébellion, il y a deux branches. Il y a la branche militaire et il y a la branche politique. La branche militaire est au-dessus de la branche politique. La branche politique dépend de la branche militaire. Okay. Je venais de dire que les accords, les vrais accords, sont rédigés, écrits par les militaires au front. Ça signifie que quand les militaires se battent au front, ils établissent ce qu'on appelle les rapports de force. Quand les politiques se retrouvent autour de la table, leurs positions sont dictées par les rapports de force militaires sur les théâtres des affrontements. Ce qui veut dire que la branche politique de l'AFC M23, elle est congolaise. La branche militaire de l'AFC M23, elle est essentiellement rwandaise. Quand vous prenez la relation de supériorité entre ces deux branches, la branche politique de l'AFC M23 et la branche militaire de la rébellion, vous voyez que la branche militaire est au-dessus de la branche politique. Mais la branche politique est animée par qui? Elle est animée par Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa et les autres Congolais. Dernièrement, on a appris que par un rapport des experts de l'ONU, qu'il y avait une nouvelle mise en place qui s'est préparée au niveau de la coalition rebelle et que Joseph Kabila allait être nommé à la tête du mouvement. Ça, c'est un rapport des experts de l'ONU. Ce n'est pas officiel. Mais ce qui est officiel est que Corneille Nangaa est le coordonnateur officiel de l'AFC M23. Mais il anime la branche politique. Il dépend de la branche militaire qui est essentiellement rwandaise. L'ONU dit ceci. L'ONU dit que les opérations militaires sont guidées à partir de Kigali. Ce qui veut dire que Nangaa, Bertrand Bisimwa et les autres Congolais qui sont à l'AFC M23 dépendent du Rwanda. Puisqu'ils dépendent du Rwanda et qu'on appelle à la tenue d'un dialogue national, les gens qui occupent Goma et Bukavu, ce sont des Rwandais. Ce sont des militaires rwandais qui occupent Goma et Bukavu. Puisque ce sont des militaires rwandais qui occupent Goma et Bukavu, vous appelez les Congolais qui sont inférieurs à la puissance militaire rwandaise dans l'occupation des territoires congolais, vous les appelez autour de la table, vous les appelez pour qu'ils vous disent quoi? Ils vont venir, ils vont vous apporter les revendications collaborationnistes. Ils vont porter les revendications du Rwanda. Parce que le Rwanda a un projet expansionniste. Le Rwanda veut annexer des territoires congolais à son territoire. À défaut de le faire, non, Roger. À défaut de le faire, le Rwanda voudrait maintenir ce qu'on appelle couloir sécuritaire et économique. C'est un peu bref parce que nous courons couloir sécuritaire. Il y a assez de sujets que nous devons analyser aussi. Alors, dans ces cas, les réponses n'ont plus de non, parlez, vous avez la parole, mais parlez. Je dis, soyez un peu... Dans ce cas, le couloir sécuritaire, c'est de faire de la RDC, de placer la RDC sous tutelle du Rwanda. Alors, les Congolais qui vont venir au dialogue, les Congolais de l'AFC M23 qui vont venir au dialogue, lorsqu'ils vont venir au dialogue, ils vont vous apporter les revendications du Rwanda. Vous devez faire la volonté du Rwanda pour que vous puissiez récupérer Goma et Bukavu. Parce que nous parlons du dialogue. Les gens se posent la question, est-ce que lorsqu'on va tenir le dialogue, est-ce qu'on va récupérer Goma et Bukavu? C'est la question. Est-ce qu'on va récupérer Goma et Bukavu? C'est la question. Maintenant, prenez ceux qui ont pris les armes, les Congolais que je viens de citer. Mettez-les autour de la table. Tenez les dialogues avec eux. Vous n'allez pas récupérer Goma et Bukavu si vous ne faites pas la volonté du Rwanda. Ils vont vous apporter les revendications du Rwanda. Pourquoi? Parce qu'ils ont une dette envers le Rwanda. Et si on comprend bien, on devrait arranger avec le Rwanda avant de tenir le Rwanda, on est en train d'arranger déjà avec lui. Le Rwanda, on a arrangé avec lui.
On a eu un accord qu'on a signé avec le Rwanda en bilatéral. Vous n'avez pas oublié l'accord du 27 juin 2025, qui a été entériné le 4 décembre 2025. Mais ça a été respecté. Est-ce que ça a été respecté, ces accords? Il y a eu un accord, je vais parler du respect. Il y a eu un accord cadre d'intégration économique régionale. Le Rwanda en est également bénéficiaire. Mais le Rwanda ne veut pas de ces accords. Le Rwanda veut perpétuer l'instabilité institutionnelle en RDC. C'est pourquoi ces accords ne sont pas respectés. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on fasse la volonté. C'est quoi la volonté du Rwanda aujourd'hui? La volonté du Rwanda, s'il n'arrive pas à annexer les territoires congolais à son territoire, il fait quoi? Il vous impose le brassage et le mixage. Il vous impose le brassage et le mixage. Si vous acceptez, vous récupérez Goma et Bukavu. Il vous impose l'autonomie de gestion de la partie orientale. D'ailleurs, c'est officiel. Paul Kagame a dit qu'on lui laisse gérer la mine de Rubaya. Est-ce que nous sommes censés de se plier aux conditions du Rwanda? C'est pour cela que je vous parle du rapport des forces militaires. C'est pour cela que je vous parle des rapports des forces militaires. Ça signifie que lorsque nous allons tenir les dialogues avec les Congolais qui ont pris les armes, ils ne vont pas nous garantir la récupération de Goma et Bukavu, ni la restauration de l'autorité de l'État dans les parties occupées. Non. Ils ne vont pas nous garantir cela. Parce qu'ils dépendent du Rwanda. Sauf si nous faisons la volonté du Rwanda. Si nous faisons la volonté du Rwanda, et si ceux qui disent il faut la paix, il faut la paix, il faut la paix, eh bien, il faut la paix. Acceptons alors le brassage et le mixage. Acceptons de laisser la mine de Rubaya sous la gestion du Rwanda. Acceptons la gestion autonome de la partie orientale par le Rwanda. Mais au moins, vous dites que aux Congolais, vous allez dire aux Congolais, nous avons eu la paix. Ce serait une paix de façade. Vous demeurez des esclaves d'un pays voisin. Ce serait une paix de façade et vous n'allez pas récupérer Goma et Bukavu. Vous allez croire que vous avez récupéré, mais vous avez restitué, vous avez restauré le couloir sécuritaire et économique bénéfique au Rwanda. C'est pourquoi moi je propose un dialogue exclusif. Au lieu d'inclusif. Exclusif. Vous avez la coalition 64, ceux qui n'ont pas pris les armes. Vous avez la société civile, vous avez le pouvoir. On tient les dialogues. Si ceux qui ont pris les armes veulent participer à ces dialogues, ils doivent faire quoi? Ils doivent d'abord se désolidariser du Rwanda. Ils doivent couper les cordons ombilicaux qui les lient au Rwanda. S'ils coupent les cordons ombilicaux qui les lient au Rwanda, dans ce cas, nous comprenons qu'ils sont congolais. Ils peuvent maintenant porter autour de la table du dialogue des revendications nationalistes. Et là, on peut tenir les dialogues avec eux. Là, le mot inclusivité peut avoir un sens. Mais dès lors qu'ils n'ont pas coupé les cordons ombilicaux qui les lient à Kigali, c'est un problème. On va faire du surplace. Il n'y aura aucune solution. Moi, je propose qu'il y ait d'abord cet aspect des choses, un dialogue exclusif où on a ces 64, les Martin Fayoulou, les Kabound et les autres. On fait des dialogues, on renforce la cohésion nationale, on a un consensus national par rapport à la gestion de l'après 2028, on peut même aller vers la cogestion, on a un gouvernement de large union nationale, il n'y aura plus de marches en interne, il n'y aura plus de sit-in, il n'y aura plus des villes mortes. Nous restons avec la question sécuritaire seule. Et quand nous allons rester avec la question sécuritaire, tous les Congolais commencent à demander à Nanga, Bissimo et les autres Congolais de pouvoir se désolidariser du Rwanda. Nous restons avec un seul ennemi, le Rwanda. Et nous travaillons sur la puissance militaire des FARDC. Nous travaillons sur la puissance militaire des FARDC. Nous travaillons sur le plan diplomatique. Nous allons récupérer Goma et Bukavu. Et si les dialogues venaient d'être organisés, quelles sont les lignes rouges qui ne doivent pas être, absolument pas, franchies? Bon, les lignes rouges qui ne doivent pas être absolument dans franchies. ces dialogues. Non, bon. Moi, je pense qu'il faut d'abord commencer par définir l'objectif du dialogue. L'objectif du dialogue, c'est lequel? Certainement, l'opposition va dire au président de ne pas changer la Constitution. Ou elle peut même accepter de changer la Constitution. Ça dépend. Parce qu'il y a un projet de changement de la Constitution. C64 s'est opposé à ce projet. Chacun de deux bords politiques a ses arguments.
quand ils vont se retrouver lors du dialogue, ils vont placer les arguments sur la table. Est-ce que le changement de la Constitution vise à donner un nouveau mandat à Tshisekedi? Si c'est cela, C64 ne va pas accepter. Mais si c'est autre chose qui concourt à la souveraineté nationale, à la consolidation de la souveraineté nationale, il faudrait que les pouvoirs donnent les arguments convaincants à l'opposition. À ce moment-là, et l'opposition et les pouvoirs pourraient arriver à accepter ce changement de la Constitution. Au cas contraire, ils ne vont pas changer la Constitution. Ça peut être considéré comme une ligne rouge à ce moment-là, cette question du changement de la Constitution. Je pense que si les objectifs sont bien définis, que tous les acteurs de la crise qui vont participer à ce dialogue s'approprient cet objectif principal du dialogue, je pense que ça sera une réussite. Là, vous parlez de la confiance entre Congolais. Est-ce que déjà ce dialogue peut ramener la confiance, peut encore ramener la confiance entre Congolais? Bon, la différence entre la politique et l'Église est qu'à l'Église, on parle de la vérité, du pardon. En politique, c'est peut-être autre chose. Il y a d'autres paradigmes en politique. Le mot confiance doit être au centre des discussions. Il faut l'équité, le respect mutuel, la confiance. Mais la confiance vient de quoi? Il vient de la transparence. Nous parlons de quoi? Nous sommes autour du dialogue, autour de la table. De quoi est-ce que parlons-nous? Ils doivent parler d'égal à égal. Ils doivent se dire certaines vérités. C'est cela qui va faire naître la confiance entre les acteurs politiques. Mais le problème, c'est que tout acteur politique a toujours un intérêt privé, égoïste, qui n'a rien à voir avec un intérêt général. C'est à ce niveau-là qu'il y a un défi à relever par tout participant à ce dialogue, en commençant par celui qui va les convoquer, le président. Merci beaucoup. Et justement, cette question de confiance nous ramène directement à la journée du 22 juillet, une date qui risque d'être une date historique, mouvementée ici en République démocratique du Congo, ici à Kinshasa. Le 22 juillet, la C64 a annoncé une marche dans le même temps. Union Sacrée appelle également à une mobilisation. Est-ce que nous allons... Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer les jours-là? Bon, déjà, je commence par dire que dès lors qu'on a appelé à la tenue d'un dialogue national, dès lors que le président de la République a levé l'option d'engager le pays sur la voie du dialogue national, la marche du 22 juillet prochain devrait être sans objet. Sans objet. Devrait être sans objet. Côté de l'opposition et des Parce unions sacrées. qu'on peut considérer que l'opposition a obtenu ce qu'il cherchait. Mais l'opposition a maintenu sa marche juste pour faire pression, pour augmenter la pression sur le pouvoir. Mais il faut faire attention, parce que vous appelez à une marche au Palais de la Nation, le président reste en place, c'est une institution légalement établie, il ne faudra pas provoquer les gens. Dès lors que l'ASENCO a invité C64 à reporter sa manifestation, la coalition devrait le faire. Malheureusement, ils ont maintenu la marche. L'Union Sacrée appelle à la marche le même jour. Mais pendant que l'Union Sacrée appelle à la marche le même jour, je vous rappelle que l'Union Sacrée est une plateforme qui réunit beaucoup de partis politiques qui soutiennent le président de la République, dont l'UDPS. Or, quand vous prenez l'UDPS, le secrétaire général de ce parti, président ad intérim de ce parti, a fait une sortie médiatique hier, au cours de laquelle il a dit non. Ils ne vont pas marcher le 22. L'UDPS... Qui ne va pas marcher? L'Union Sacrée? Oui. L'UDPS. En fait, le fait que l'UDPS, le principal parti au pouvoir, majoritaire au sein de l'Union Sacrée, refuse d'adhérer à l'appel de l'Union Sacrée de la Nation, à ce moment-là, l'Union Sacrée de la Nation risque de ne pas réussir à mobiliser autant de personnes ce 22. Donc, on peut comprendre qu'il y a les guéguerres au sein de l'Union Sacrée parce On va arriver aux guéguerres après.
Je voudrais que peut-être le professeur André Mbata, qui est secrétaire permanent de l'Union sacrée, réalise que le refus de l'UDPS démobilise les autres partis. Le refus de l'UDPS démobilise les autres partis à se joindre à son appel pour marcher les mêmes jours que l'opposition, et il y aura des affrontements et ce n'est pas bon. L'UDPS a annoncé sa marche le 24 juillet prochain pour démontrer, pour faire ce qu'elle appelle la démonstration des forces. Vous posez la question liée au guéguerre. Oui. Oui, les guéguerres existent toujours. Les guéguerres existent toujours. Les guéguerres vont exister toujours. Pourquoi? Parce que le secrétaire général de l'UDPS est le président ad intérim du parti. Le professeur André Mbata est cadre de l'UDPS, mais également secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation. En tant que cadre de l'UDPS, Mbata doit allégeance à Augustin Kabouya. Mais il dit avoir été nommé secrétaire permanent de l'Union sacrée par le président de la République. En tant que secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, il doit allégeance à Félix Tshisekedi, qui est autorité morale de l'Union sacrée de la Nation. Mais il est également membre du présidium, comme Augustin Kabouya. Il y a une sagesse à laquelle il faut recourir pour savoir gérer ces genres de choses. Les guéguerres existent. Merci. Une dernière question sur ce point de la marche. Comment garantir que cette marche ne soit pas comme l'autre marche que nous venons l'autre marche organisée par la C64 où il y a eu de blessures selon l'opposition et le théâtre selon le gouvernement? La première chose, vous savez ce que l'opposition recherche dans la marche? Changement de la Constitution. Non, je dis pour que sa voix soit entendue. Quand une opposition organise une marche, l'opposition veut qu'il y ait une tache d'huile contre le pouvoir. Et la tache d'huile contre le pouvoir, souvent c'est quand il y a des morts, quand il y a des blessés, quand le sang coule. C'est un mauvais témoignage pour le pouvoir. Lorsqu'il y a eu ce qu'il y a eu lors du sit-in au niveau du Palais du Peuple, l'opposition a commencé à crier à la victoire. Nous avons démontré que nous ne sommes pas opposition yapété. Alors, mais comment éviter cela? Ça dépend de la manière dont les agents de l'ordre vont se comporter. Ils doivent être professionnels. Les policiers doivent être professionnels. D'une part, la manifestation est constitutionnelle, légale. De l'autre, il y a aussi des agents de l'ordre. Il y a aussi l'ordre à maintenir. Les temps fait défaut. Donc, il faut que ici, de part et d'autre, il y ait des comportements responsables et républicains. Responsables, merci. Et sinon, pour en parler vite fait, parce que nous allons encore faire appel à vous, pour revenir expliquer sur ce point, sur cette question qui divise les Congolais, les changements de la Constitution. Quel est votre point de vue? Un peu rapidement parce que non, il ne faut pas poser des questions comme ça en disant un peu rapidement. Parce que déjà, on me fait signe là-bas. Ah oui, mais alors, il ne faut pas poser la question. C'est important. Parce qu'il ne faut pas dire un mot ou deux mots. Parce que le débat lié à la Constitution, effectivement... parce que je dois dire beaucoup de choses. Bon, l'essentiel. Changer la Constitution n'est pas impossible. Nous avons changé la Constitution en 64. La Constitution des 60 a été changée en 64. On peut changer une Constitution dès lors que la classe politique, la société civile, les Congolais se mettent d'accord autour de la question. Mais lorsqu'on ne se met pas d'accord, il faut trouver un consensus. Mais le combat de l'opposition est aussi légitime. Le combat de l'opposition contre le changement de la Constitution est légitime. Donc, il faut trouver un juste milieu. Il faut trouver un consensus sur la question. Mais s'il n'y a pas de consensus, on ne change pas la Constitution. À qui profiterait ce changement de la Constitution? En même temps, vous ne me donnez pas beaucoup de temps, mais vous continuez à me poser des questions. Alors que, par rapport à la première question, j'ai beaucoup de choses à dire que je n'ai pas pu... Nous allons encore vous rappeler à qui profiterait le changement de la Constitution? Il y a un double intérêt.
Le premier intérêt, il est privé. Le deuxième intérêt, il est général. Le premier intérêt est privé. Pourquoi? Parce qu'en cas de changement de la Constitution, Tshisekedi va en bénéficier. Il a la possibilité de revenir au pouvoir. Ça, c'est son premier intérêt. Et c'est cet intérêt-là, qui est essentiellement privé, qui dérange les opposants, notamment la coalition C64 et ceux qui ont pris les armes. Mais il y a un deuxième intérêt, il est général. Parce que la Constitution, c'est un document de souveraineté nationale. Quand vous changez la Constitution, vous permettez à cette Constitution de consolider la souveraineté nationale et internationale que nous avons acquise. Je pense que ça, c'est l'intérêt général de tous les Congolais. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin, mais écoutez, il y a un sujet qu'on avait soulevé au début. Directeur technique, M. Glody, si vous pouvez me donner seulement 2 minutes. Alors, il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a annoncé les sanctions, de nouvelles sanctions, parce qu'il y a des sanctions, nous avons entendu, concernant le Corneille Nangaa, le coordonnateur de l'AFCM 23. Est-ce que vous pensez que ces sanctions aura ou fera l'effet cette fois-ci? Bon, il y a des sanctions qui sont individuellement perçues comme des coups durs. Joseph Kabila a été sanctionné, Nangaa est sanctionné. Oui, ça peut apporter quelque chose, parce que ces gens-là ne vont pas utiliser les dollars américains dans leurs transactions. L'armée rwandaise a été frappée. 4 officiers de l'armée rwandaise ont été frappés. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression que Kagame résiste. Le problème, ici, Nangaa vient d'être sanctionné par l'ONU, et non pas par les États-Unis, mais Nangaa lui-même va en payer. Mais la puissance militaire qui occupe Goma, c'est l'armée rwandaise, qui est aussi sanctionnée. Mais Kagame dit quoi? Les sanctions me font mal. Mais arrêter, qu'est-ce que je fais? Me fera encore beaucoup plus mal. Donc Kagame dit que les sanctions lui font mal, mais il ne veut pas se retirer du Congo. Se retirer du Congo va lui faire encore très mal. Il calcule les 2 souffrances. Vous ne m'avez pas donné beaucoup de temps. J'aurais voulu prendre beaucoup de temps pour expliquer si ça aura de l'impact ou non. Nous allons revenir prochainement. Mais sinon, votre dernier mot avant qu'on se sépare. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Vous êtes notre premier élite, il faut le préciser. Cette émission est nouvelle, mais vous êtes notre premier invité, premier élite. Un mot par rapport à cette émission, un mot par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Merci beaucoup. Je suis très content de votre invitation. Même si je n'ai pas eu suffisamment de temps pour bien répondre aux 3 dernières questions de cette émission. Merci. Merci également à Africa Monde Today. Oui. Merci aux responsables de cette chaîne qui m'a impressionné quand j'arrive. Je vois ce plateau, je vois la qualité des images, tout ce qui s'est fait actuellement. Je suis très content. Donc, c'est comme ça que le pays se développe. C'est comme ça que le pays va de l'avant. Et avec la qualité des émissions, je pense qu'on peut arriver à apporter un plus au débat national. Merci pour votre invitation et je pense que prochainement, on pourrait revenir sur d'autres questions. Merci beaucoup, M. Ambroise Mamba. Il est journaliste, chercheur, analyste politique. Vous l'avez suivi, en tout cas, il a de la matière. Et merci beaucoup pour vos analyses. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Face à l'élite. C'était le premier numéro et je vous donne rendez-vous prochainement avec un nouveau invité ou pourquoi pas nous allons peut-être revenir vers vous parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de la matière qu'on n'a pas tout détaillé ici. Au revoir et à la prochaine. Mais retrouvez cette émission sur notre page YouTube Africa Monde Today et puis sur nos pages réseaux sociaux TikTok, Facebook. Au revoir et à la prochaine.